Nous allons maintenant nous retrouver entre grandes personnes avec Monsieur Bruno Vanlan pour son interview. Bonjour monsieur. Donc, interview concernant son dernier polar en or, Le Serment assassin, qui est paru chez Ravet-Anceau. Alors, vous êtes déjà venu à ce micro pour le précédent roman que vous avez commis. Alors, d'abord chez Ravet-Anceau et puis qui a ensuite été édité au niveau national. Pour avoir obtenu un prix Polar VSD 2016 et le prix RTL 2016. Voilà. Et peut-être que Le Serment assassin suivra... On verra. Oui, je l'espère. Une voix semblable. Alors, la trahison du miroir, donc on en avait bien parlé. Et ça se passait à la fois en France et en Angleterre, deux couples parallèles qui suivent, hélas, plus ou moins le même chemin. Or, ici, eh bien, on est dans un milieu tout à fait différent et le début du roman se passe en milieu hospitalier. Exactement. Alors, on est en plus dans l'unité de soins palliatifs. Tout à fait. Oui. Et votre personnage principal, Philippe, est un accompagnant. C'est un accompagnateur de fin de vie. Oui. À l'hôpital de Compiègne et qui va 2 fois, 3 fois par semaine rendre visite à des personnes qui sont en fin de vie. Et puis sa vie va se trouver bousculée par le décès d'un de ses patients. Alors c'est un accompagnant qui va devoir se livrer à une enquête. Et c'est là que c'est un policier, puisque vous avez l'air de trouver que comme ça n'est pas un vrai policier qui mène l'enquête, on pourrait s'en inquiéter, mais pas du tout, parce que l'enquête, elle est tout à fait policière quand même, parce qu'on doit retrouver une personne en n'ayant que son prénom. C'est quand même très mince. Avec des indices vieux de 25 ans. Oui. Donc là, moi, je crois que tout est dans cette fameuse enquête quand même, parce que comment est-ce qu'on peut... Il va y arriver. Il va y arriver. Ah oui. Et comment est-ce qu'on peut retrouver un personnage dont on a un prénom? On ne sait pas. Il ne sait même pas à quoi ressemble vraiment le personnage. Absolument pas. Du tout. Il n'y a même pas de portrait robot. Il n'y a pas de portrait robot, d'autant plus qu'il y a 25 ans qui se sont écoulés entre le personnage tel qu'il a été connu et le personnage tel qu'il doit être aujourd'hui. Donc moi j'estime quand même, dans votre livre justement, on suit tout à fait l'enquête. Alors il est aidé par sa femme. Oui. 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 Alors sa femme c'est Françoise, qui adore Question pour un champion, mais qui est une femme dynamique et qui des fois c'est elle qui tire un peu l'enquête vers le haut. Oui, mais c'est bien. Donc on a vraiment là un couple qui mène l'enquête ensemble. Exactement. Et on les suit et d'ailleurs je pensais, avec votre permission tout à l'heure, de lire un petit passage justement de ce couple en enquête. D'accord, pas de problème. Voilà. Et puis on les voit, mais vraiment, non, moi je trouve ça passionnant parce que moi, à la limite, comment faire? Et il ne renonce pas. Son serment. Voilà. Alors, Philippe et son épouse sont des personnes d'honneur. Oui. C'est-à-dire que pour elles, il faut aller jusqu'au bout, quitte peut-être à ne pas trouver, mais au moins avoir fait le maximum, avoir tout mis en œuvre pour y parvenir. Donc, et ils mettent vraiment tout en œuvre. Voilà, tout en œuvre. Ah oui. Bon, et ils ont la possibilité de faire des déplacements. Ils sont retraités. Ils peuvent aller dans tous les coins de France s'ils le souhaitent. Et comme ils aiment bien découvrir en même temps les coins de France, ça leur fait plaisir en même temps. Ils joignent l'utile à l'agréable. Tout à fait. Nous les suivons. C'est aussi très, très intéressant parce que du coup, on rencontre un certain nombre de personnes très différentes, dans des endroits très différents. Tout à fait. Et l'enquête se poursuit. Et, bon, on va pas tout dire, mais effectivement, ils vont quand même trouver des quantités de choses. Et moi, je trouve que c'est policier en ce sens où vraiment il y a toute cette enquête qui traverse le livre. C'est vrai, ils vont accumuler les éléments, ils vont aller dans des impasses, mais ils vont jamais se décourager. Alors, ce récit-là, il est à la 3e personne. Parce que, en même temps, vous avez en quelque sorte tressé ce récit avec un autre. Oui,
Qui est à la première personne. Qui est à la première personne, donc au jeu. En fait, on va dire que il y a deux intrigues parallèles. Voilà. Celle menée par Philippe, cet accompagnateur de fin de vie, et la seconde qui nous met face à Nicolas Barras, qui est l'un des personnages centraux du livre. Qui est l'un des personnages centraux du livre, mais d'un bout à l'autre, on se dit, mais comment va-t-il se situer par rapport, parce que bon, on se doute que les deux récits vont à un moment ou à un autre se croiser, voire se confondre, mais on ne voit pas du tout comment. Et là, c'est l'enquête du lecteur. Hein. Voilà, oui, ça tout à fait. C'est à lui de trouver. Mais non, mais c'est volontairement, puisque je crois que c'est à partir de la page 40 que le personnage de Nicolas Barras intervient et que là, on a un chapitre sur deux qui est consacré à l'un et à l'autre. Et effectivement, quand on commente le livre, on se doute qu'à un moment, ils vont se retrouver. Mais comment Pourquoi? Ça, c'est tout le livre. Et ce récit-là, lui, est mené à la première personne. Voilà. Donc, on est vraiment à l'intérieur, parce que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas en paix, quelqu'un qui se pose plein de problèmes, qui n'est pas bien dans sa peau. D'ailleurs, il tombe à un moment, il tombe dans l'alcoolisme. Il est dans l'alcoolisme. Il est peut-être même, je pense, au bord du suicide. C'est quelqu'un qui fuit la vie et qui se fuit en même temps. Jusqu'où ira-t-il? Jusqu'où pourra-t-il supporter la vie? Et heureusement qu'il y a à côté de lui un vieux médecin qui utilise des moyens un peu surprenants pour essayer de le sortir de son enfer. Ah, j'ai beaucoup aimé ce vieux médecin. Ah, je crois que il y a beaucoup de lecteurs. Oui, oui, ils l'adorent. C'est un personnage vraiment extraordinaire, parce qu'au début on se dit qu'est-ce qu'il lui fait faire. Et puis c'est quelqu'un qui a tellement bien compris la vie. Oui. Oui, ça m'a fait plaisir parce que en fait, ce personnage de vieux médecin, c'est quelqu'un, enfin physiquement, tel que je le décris et tel que je l'ai perçu, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, mais quand j'avais 8-9 ans. Ah oui. Donc, vous voyez, il m'est resté en mémoire, et c'est pas quelqu'un que j'ai vu fréquemment, mais c'était quelqu'un qui attirait, qui était... Qui vous a marqué. Ah oui, qui m'a marqué. Donc, curieusement, on le retrouve dans le livre. Oh, c'est pas curieux, je crois que... Oui, c'est comme ça, mais bon, il faut reconnaître aussi que tous les personnages qui figurent dans ce livre sont des personnages que j'ai forcément côtoyés et rencontrés. Alors après, effectivement, ils sont romancés, ils sont mis dans le cadre d'une fiction, mais à la base, je dirais à l'état brut, oui. Ils existent. Ils existent. Et là, vous les avez mis tous ensemble dans votre livre. Voilà. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, ça paraît être un livre très personnel. Alors, le fait qu'il y a le jeu, effectivement, puisqu'ils mettent à la place du jeu, donc oui. Pour eux, c'est mon histoire. Alors, je dis tout de suite, ce n'est pas mon histoire. C'est pas ma vie, même s'il y a des choses qui sont tirées, effectivement, de la vie courante, mais je crois comme pour beaucoup de gens qui écrivent des bouquins, forcément, on va chercher là où l'esprit nous mène et forcément vers des personnes qu'on connaît. Mais je pense que le jeu fait aussi que le lecteur se sent encore plus concerné. Alors, de toute façon, le récit à la troisième personne qui concerne Philippe et sa femme, on a là des personnages qui sont bien équilibrés. Oui, tout à fait. Ah, oui. Ils se complètent l'un l'autre, c'est vraiment... Donc, de ce côté-là, le seul problème, entre guillemets, c'est de mener l'enquête et de trouver. Bon. Donc, c'est un problème qui leur est extérieur. Par contre, quand le lecteur lit le jeu, là, il plonge en plein dans des problèmes intérieurs. Tout à fait. Et c'est un équilibre qui se passe entre votre troisième personne et votre première personne. Oui. Et heureusement, parce que je crois que s'il n'y avait que le personnage à la première personne, oui. Ce serait très lourd. Ce serait très lourd. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir intercalé les chapitres permettent après de souffler sur le chapitre de Philippe, pour retomber après dans le chapitre de Nicolas, qui sont effectivement des chapitres plus lourds, mais qui n'en sont pas moins intéressants. Parce que elle parle de la vie réelle, et puis savoir comment il va finir par s'en sortir. Est-ce qu'il va s'en sortir? On n'en sait rien après. À vrai dire, le livre en milieu hospitalier est quand même, c'est un milieu hospitalier un peu particulier puisqu'on est en soins palliatifs, et c'est quand même aussi un livre qui parle de la mort. Tout à fait. Il parle de la mort. Je pense, alors très curieusement, il parle de la mort, mais aussi de la vie.
Oui, tout à fait. et de l'amour. Je crois qu'en fait, c'est ce qui fait partie, la vie, la mort et l'amour, c'est ce qui fait partie de notre existence. Donc j'ai effectivement essayé de rendre vivant un livre qui pourrait être qualifié de triste si l'on en croit la difficulté de Nicolas Barras à la subir, parce qu'il a subi là actuellement la vie. C'est-à-dire que je pense que le lecteur va voir un petit peu les différentes attitudes que l'on peut avoir vis-à-vis de la mort. Oui. Parce que Philippe, qui est accompagnant, l'accepte quand même. Tout à fait. Il faut le faire, parce que c'est pas évident. Alors là, je vais me permettre de dire quelque chose sur les accompagnants. Oui. Je pense que les personnes, alors ils ont un mérite extraordinaire parce que c'est une démarche qui est extrêmement difficile d'être accompagnant et on ne le devient pas comme ça. Hein. Il est préparé, il y a tout un... Il y a toute une phase de préparation. Et puis on est suivi. Et puis voilà, donc c'est capacité. C'est pas n'importe quoi. Et donc, je pense que ces gens qui suivent des malades ont beaucoup de choses. Alors, je pense pas qu'ils aient une attirance particulière pour la mort, mais je pense qu'ils ont vécu des choses dans leur vie qui font qu'ils se rapprochent d'une certaine manière, involontairement, auprès de la mort. Ils ont vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, ils se rapprochent des gens qui vont mourir. J'en suis à peu près convaincu. Je peux citer un exemple qui est celui de mon épouse, qui est qui a été pendant plusieurs années accompagnatrice de personnes en fin de vie. Donc, c'est absolument pas évident. Et, enfin, moi, j'appelle, je fais du yoga, hein, on parle de personnes éveillées, et je crois qu'effectivement, il faut un certain éveil, dans le sens où on pense éveil, pour pouvoir accepter et puis tenir, parce que c'est pas toujours évident. Et on s'attache plus ou moins aussi aux gens qu'on accompagne. Or, on sait on va les accompagner vers séparation. Oui, c'est pas évident du tout. C'est certain, c'est très complexe. Et j'ai une admiration pour les gens qui le font actuellement et qui probablement sont actuellement à l'hôpital de Compiègne auprès de gens qui restent quelques... Et qu'ils aident. Voilà. Parce qu'ils ont une certaine sérénité qui gagne les personnes qui vont visiter. C'est ça. Et c'est vraiment... c'est pas facile du tout. Alors par contre, il y a aussi une autre attitude et qui est celle de Nicolas, c'est le refus total de la mort. Refus total de la mort. Or, il n'y a pas de vie sans mort. Et voilà. Oui, mais alors bon, lui, il est vivant. Et aujourd'hui, il se reproche pratiquement d'être vivant. Sa vie... elle est sans intérêt. Aujourd'hui, pour lui, il n'imagine même pas continuer à vivre. Donc, il boit comme c'est pas possible. Oui, c'est une sorte de suicide. Hein, il se tue à petit feu. Oui. C'est excellent de suivre, justement, un petit peu la rédemption qu'il va avoir grâce au personnage extraordinaire qu'il rencontre. Voilà, donc il rencontre un médecin, le docteur Victor Lamelin, qui est un docteur qui exerce à un quart de temps à peine et qui est en retraite et qui va le prendre sous son aile et qui va le soigner d'une manière sans médicaments. Oui, d'une manière tout à fait étonnante. Bon électrochoc. Bon électrochoc et qui va faire des choses assez étonnantes pour ce personnage qui est dans l'ennui. Alors, on va peut-être écouter François Morel nous chanter justement La vie, la vie, la vie. Et puis nous retrouverons après, toujours pour parler de ce roman qui vraiment m'a passionné, Le Serment assassin. Donc à tout de suite, Monsieur Vanlan. Voilà, c'était François Morel qui nous chantait La vie, oui, qui effectivement se termine par le silence. Alors nous nous retrouvons avec Monsieur Bruno Vanlan pour son livre paru chez Ravet-Anceau en polar en or, Le Serment assassin. Et je voulais lui poser une petite question sur le fameux titre. Le serment assassin. Je trouve qu'il y a une certaine ambiguïté entre serment et assassin. Alors effectivement, le serment assassin, le serment est assassin non pas pour la personne vers qui a été porté serment, mais est assassin par rapport à celui qui l'a prêté. Parce que en fait, Nicolas Barras a prêté serment
Et c'est finalement lui qui, en respectant ce serment, se retrouve miné et progressivement finit par s'éteindre d'une manière ou d'une autre dans l'alcool. Et donc il est en train de mourir à petit feu. Et c'est en cela que ce serment, son serment, est assassin, mais assassin pour lui et non pas pour l'autre personne. Tout à fait. Mais moi, je me pose quand même une question, c'est que est-ce qu'on a le droit d'imposer à qui que ce soit de vous jurer obéissance, d'imposer ce genre de serment qui va ensuite devenir assassin? Alors, c'est une sacrée responsabilité quand même que demander aux gens. C'est inconcevable. Mais ce serment est un serment d'amour. Oui. C'est pour ça qu'on peut comprendre que Nicolas Barras tient ce serment. Je pense pas qu'on lui aurait demandé de faire le serment d'aller tuer quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Là, il sait que c'est son épouse, qu'elle souffre. Il a promis, il a prêté serment de l'aider. C'est ce qu'il fait. Il respecte son serment, même si c'est un serment qui lui coûte beaucoup. Parce que dans les deux cas, même sans ce serment, il aurait perdu sa femme plus tard, bien sûr, quelque temps plus tard, et il aurait eu tout le chagrin possible et inimaginable, mais aujourd'hui, il se considère comme un criminel. Tout à fait. Enfin, encore que, on verra à la fin du roman. Oui. Mais voilà, parce qu'il y a quand même encore là une ambiguïté aussi sur le fait que le serment a été accompli ou pas. Ça, c'est à voir par la suite. On sait pas. Il y a quand même une question. Il y a quand même le problème que c'est quelque chose qui se pose à l'heure actuelle dans notre pays. Parce que les lois sont telles que dans d'autres pays, les lois sont peut-être beaucoup plus... Pour les fins de vie... sont différentes. Effectivement, on a beaucoup de Français qui partent en Suisse, en Belgique, effectivement, organiser leur propre décès. En France, il y a eu quand même, on en parle toujours, dès qu'il y a un cas d'euthanasie, tout de suite les journaux s'en emparent, etc. Mais les choses avancent que très lentement. Il existe néanmoins une loi qui est la loi Leonetti aujourd'hui, qui permet d'aider, mais surtout d'interdire l'acharnement thérapeutique. Encore faut-il pratiquement que la personne patiente ait prévu ça dans une lettre destinée à son médecin ou à un référent. C'est assez compliqué. Donc, effectivement, pas d'acharnement thérapeutique. Ensuite, il y a la possibilité, effectivement, pour le médecin de procéder par sédation, par des sédatifs, mais sans pour autant qu'il puisse en abuser, puisque ça pourrait risquer de provoquer la mort. Donc, on efface la sédation, c'est pour éviter, d'après ce que j'en sais, les souffrances terribles des patients. En cela, les médecins, il faut savoir qu'il y a 5% des personnes qui ne réagissent pas à la sédation et qui continuent de souffrir, à souffrir. Et là, il y a un énorme problème. Je pense que chacun a eu l'expérience dans sa vie de proches qui ont souffert à leur mort. Et bon, il y a justement peu de temps avant, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin il y a eu un certain nombre de films là qui sont sortis sur ce problème. Exact. Oui, c'est-à-dire que ce qui est très curieux, c'est qu'on en parle ou on sort des films à certains moments, puis après ça retombe un peu dans l'oubli. Alors après, c'est vrai aussi que c'est tout le problème, mais ça nécessite un débat, ça nécessite... moi, je connais des gens qui sont pour l'euthanasie, moi, j'en connais d'autres qui sont contre. Après, c'est un débat qui doit s'ouvrir, et puis je pense que c'est un choix. Mais maintenant, je pense que c'est, à mon sens, la première chose que je vois, c'est la liberté d'une personne de gérer de choisir sa vie ou sa fin de vie. Mais bon, là, on est vraiment en train de parler de mort, de tristesse. Mais moi, avant tout, votre roman, pour moi, j'ai trouvé que c'était un très beau roman sur l'amour. Ah, je pense ça. C'est au moins très beau roman sur l'amour. C'est d'abord, je crois, ce
que j'ai voulu. C'est pour moi la priorité. C'est pour ça que quand je dis c'est un policier, est-ce qu'on peut faire un policier qui soit une belle histoire d'amour? Oui, oui. Moi personnellement, je n'en suis pas certain, mais si vous le dites, pourquoi pas. J'ai avant tout, au départ de ce livre, j'ai pas voulu faire un policier, j'ai voulu faire une grande histoire d'amour. Alors, moi, je trouve qu'il y a finalement tous les problèmes que pose l'amour. Enfin, des problèmes et des non sans problème aussi, parce que bon, Philippe et sa femme sont très unis. Il y a un amour conjugal formidable là. Vraiment, ils s'entendent bien, ils se taquinent, ils vivent ensemble. Ils sont complices, très complices. Alors tout à fait, ils se complètent très bien. C'est bon là, c'est vraiment le couple tel que on aimerait en rencontrer, tel qu'on aimerait en vivre. Il y a aussi dans certains passages l'amour physique. Oui, effectivement. Oui, bien sûr. C'est sympathique. Bon. Il y a alors donc il y a un amour platonique aussi au départ. Exactement. Qui est d'ailleurs resté, oui. Qui est resté platonique. Platonique, effectivement. Et c'est quand même aussi cet amour qui est le départ du roman. C'est un amour platonique. C'est le point de départ. Au départ, c'est le point de départ. Mais c'est vraiment extrême. Et vous avez aussi toujours, en parlant d'amour, une analyse de la jalousie poussée à l'extrême. C'est vrai. L'amour, il est peut-être platonique, mais dites donc, quelle jalousie. Oui. Ah bah si. Je pense que la jalousie fait partie de l'amour. Alors après, ça dépend comment on manifeste la jalousie. Là, alors, en plus, on pourrait penser que la jalousie est extrême quand il y a eu autre chose qu'un amour platonique. Oui. Or, là, à la limite, la jalousie est extrême parce que l'amour ne s'est pas réalisé. Peut-être. C'est vrai, c'est possible. C'est quand même extrême, là. Oui, il aurait mieux valu peut-être qu'il y ait consommation. Exactement, et puis déception. Et puis voilà, mais il n'y aurait pas eu de livre. Il n'y aurait pas eu de livre. Mais là, il y a quand même une superbe analyse de ce qu'est la jalousie, et une jalousie presque morbide. Ah oui, bon, je me rends pas compte. Vous me surprenez. Je vois pas ça à ce point-là, morbide. Si, pour en arriver à ce point, il faut vraiment que la jalousie soit terrible. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai, oui, vous n'avez pas tort. Oui, si, c'est quand même... Alors, est-ce que c'est la jalousie réellement ou autre chose? Moi, j'en sais rien, là, finalement. Je sais pas, là, je laisse au lecteur, moi, le soin de... Justement, le lecteur, je crois qu'il a beaucoup de questions à se poser et que, en fonction de ce qu'il va ressentir, peut-être de ce qu'il a vécu aussi, par rapport à sa propre vie, aux gens qui l'entourent, les expériences, à ses expériences, oui. Et pour ça, je trouve que votre livre est vraiment très très riche, parce que il y a plein de questions qu'on va se poser, et puis se dire d'un bout à l'autre, mais tiens, c'est vrai, ça peut arriver, ça. Et puis il y a quand même une espérance aussi, toujours. Oui, c'est pas fermé. Il y a toujours l'espérance. C'est pas fermé, parce qu'il y a bien les remords, mais il y a aussi une rédemption possible. Oui. Il y a pas. Il y a des résiliences possibles. Et puis alors, peut-être que vous n'y aviez pas pensé, parce que là, c'est l'amour physique, conjugal, etc. C'est l'amour pour un être. Mais je trouve que votre livre, d'un bout à l'autre, est aussi l'amour des autres. Alors j'ai essayé de retrouver, parce que il y a deux types d'amour, il y a Eros qui est l'amour pour un être, puis il y a Agapé qui est l'amour des autres, une espèce de bienveillance, de sympathie envers les autres. Bon, cet amour, il est porté par ces gens qui vont visiter les soins palliatifs. Il est porté aussi par Philippe et sa femme, qui vont absolument aller jusqu'au bout du serment aussi qu'ils ont fait, essayer de trouver jusqu'au bout, pour que cette femme à qui ils ont fait le serment repose en paix, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très très beau roman, notamment sur le dévouement gratuit. Oui, mais je crois que c'est imprégné de cette. Mais ça, c'était
Un besoin, parce que il y a ce que dans ce livre sur le dévouement, sur par exemple le dévouement de Nicolas Barras, qui pourtant dans sa situation, etc., tend la main vers les autres. Alors effectivement, on l'a un peu poussé à le faire, mais bon, il le fait. Je parle là de choses que je connais, que j'ai connues par rapport à ma profession, et sur lequel j'estime qu'aujourd'hui il y a besoin de solidarité. C'est une nécessité. Donc effectivement, il apporte ses compétences à ces gens, à d'autres personnes qui ont eux d'autres difficultés. Voilà, et il n'y a pas que Philippe et sa femme qui aident les autres. Il y a aussi Nicolas. Et Nicolas qui aide sérieusement. Ah oui, très bien. Oui, oui. Un peu au départ contre son gré, il se retrouve un peu plongé là-dedans, mais finalement, il est d'une grande utilité. Ah, tout à fait, au contraire. Et il peut pas s'empêcher finalement d'aider les personnes parce qu'il a la compétence pour le faire. Tout à fait. Donc. C'est vraiment, je vous dis, c'est un grand livre sur l'amour avec un grand A. Et moi, je me disais, alors là, je vais être pompeuse, c'est Eros et Agapé qui sont vainqueurs de Thanatos. Hein, c'est vraiment, non, mais c'est vraiment l'amour de l'autre, l'amour d'un être et l'amour des êtres qui finalement vont au-delà de la mort. Oui. Je dirais que ça va au-delà de l'histoire même du livre lui-même, de l'intrigue. C'est pour ça que j'invite vraiment les lecteurs à plonger dedans, parce que, alors, il y a cette enquête qui est passionnante, et vraiment, je me dis, mais si on me demandait de retrouver quelqu'un en ayant juste le prénom, et en sachant qu'il a peut-être vécu, et en plus, peut-être, c'est des peut-être, vécu ceci ou cela il y a 25 ans, est-ce que je le ferais? Pouf. Alors là, et puis comment je le ferais? Alors là, on a quand même une enquête qui est passionnante. Vraiment, ils arrivent à quelque chose. Et puis, donc, il y a toutes ces questions, ces personnages qui sont vraiment très, très complets. On a vraiment toutes les facettes. Oui, tout à fait. D'un personnage. Il y a aussi de belles rencontres, par exemple, de la part de Philippe Barras. Il se rencontre des gens qui sont formidable. Il va rencontrer cette femme-là, à qui il aura une aventure, qui est elle aussi quelqu'un de généreux. Oui, c'est quelqu'un de généreux, mais qui est assez... Elle est biface aussi. Oui, mais c'est quelqu'un de totalement étonnant, caméléon. Oui. Mais elle ne le laisse pas tomber. Du tout, non. Donc... Elle ne le laisse pas tomber, et ça lui pose un certain nombre de questions aussi à elle. Rien, vos personnages n'ont pas la vie facile. Non. Sauf... Oui, je dis Philippe et sa femme parce qu'ils s'aiment, mais c'est pas là, ils se sont posés quand même aussi des questions pas faciles. Oui, ils cherchent les difficultés. Oui. Non, mais là on a le couple marié depuis longtemps, donc qui tourne bien en plus. Voilà, c'est important. Bon, après les autres personnages, effectivement, il se retrouve l'un, il a plus sa femme, l'autre, le docteur Lamelin, lui, découvrira aussi qu'elle a été une partie de sa vie, et des vies, que je trouve extraordinaires, quoi, et que ces personnages-là se rencontrent, parce qu'ils auraient pu ne jamais se rencontrer. Oui. Moi, je pense que c'est un livre où il y a une osmose entre les personnages. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais je trouve que tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, tout à fait. Tout s'enchaîne. C'est une lecture qui est... moi, je sais que je l'ai lu d'un bout à l'autre sans arrêter. Et c'est une lecture qui, effectivement, non seulement vous pose constamment des questions, mais vous force... Voilà, on est vraiment avec des personnages agréables, on a envie d'y rester, on a envie de savoir ce qui va se passer, et puis cette grande force aussi, alors non seulement de l'enquête, on se demande ce qui va arriver, non seulement de ce personnage qui essaie quand même plus ou moins de s'en sortir, il a tous ses remords, il sait pas trop, il se débat, et on se demande vraiment où il va arriver. Et puis toute cette humanité qui est pleine de sympathie pour les autres. Et je trouve ça rassurant. Alors que c'est un livre, les auditeurs, on peut se dire, oh là là, ça va être triste, ça parle que de la mort. Eh ben non.
Non, c'est Pas du absolument pas. Et de toute façon, c'est rassurant. Je l'aurais pas voulu, parce que c'est pas dans mon tempérament. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien plaisanter, etc. Là, je veux dire que oui, j'ai voulu faire un livre, mais je le répète, avant tout, une belle histoire de 3 hommes avec vis-à-vis de 3 femmes. Oui. Même si les femmes sont malheureusement aujourd'hui, elles sont virtuelles, c'est vraiment pour moi le premier but de ce livre, avec derrière une enquête qui est effectivement menée de A à Z. Sans parler de la fin, je pense qu'il faut lire le bouquin, mais vraiment jusqu'à la dernière ligne. Tout à fait, jusqu'à la dernière ligne. Jusqu'à la dernière ligne, parce que finalement, on se retrouve avec une fin qui il y a un suspense terrible, à mon avis, totalement inattendu. Oui. Et donc, bon, c'est... Voilà, et j'insiste aussi pour dire que c'est pas exclusivement un livre policier, que ceux qui n'aiment pas les livres policiers, là, on est dans un livre qui est ouvert à tous, mais vraiment à tous les genres de lecteurs. Je trouve que c'est moi ce que j'appellerais un livre qui a de la chair. Ce que je reproche un petit peu parfois dans les séries policières à la télévision, par contre, c'est que ils suivent un truc jusqu'au bout et on ne parle que de ça. Et c'est très maigre finalement. Mais c'est maigre. C'est ce que j'appelle c'est squelettique. Voilà. Il y a un début, il y a un corps et une fin, mais il y a rien autour. Ça manque de chair, ça manque de réflexion sur des sujets, puisque là finalement on parle d'un sujet grave dans un policier. Donc je pense que entre le premier livre qui a eu un prix, qui a eu 2 prix, etc. Pour moi celui-ci, je dis pas qu'il est meilleur, mais j'en suis plus fier de celui-là que du premier. Disons que celui-ci me paraît très riche. Voilà, c'est ça. Mais le premier, il était aussi, parce que vous aviez quand même des personnages qui vivaient quand même aussi. Mais le premier à écrire était plus facile. Celui-ci, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on plonge avec les personnages et que il y a des moments, c'est quand même assez lourd. Bon, de toute façon, mais c'est pour moi, ce livre-là, je crois qu'il y aura toujours une préférence. Bien, écoutez, on va peut-être écouter Jean Ferrat, qui va nous chanter « Que serais-je sans toi ?» C'est très bien. Ce qui va tout à fait bien avec votre livre. Et puis après, on va être obligé de passer une petite annonce de Radio Puisalène et nous nous retrouverons ensuite. Et puis, vous m'avez permis, à moins que vous vouliez le lire vous-même. Non, je préfère... de lire un passage de votre enquête. Ça m'est sympathique de l'entendre. D'accord. Bon, tout de suite, que serais-je sans toi ? Il est 15h04 et nous allons bien sûr nous mettre à lire comme d'habitude pour les adultes. C'est la petite lecture pour les adultes. Donc, Monsieur Vanlan m'a autorisé à lire un passage que j'ai choisi moi-même. Donc, voilà, ça va être la surprise. Bon, mais c'est juste un passage sur l'enquête. Voilà, entre donc Philippe et sa femme qui continuent à enquêter pour enfin trouver cette histoire de qui est-il ? Nous n'avons que le prénom. Qui est-il ? Alors, ils sont en train de discuter et donc il y en a un qui a trouvé que Arnaud était directeur du service des encaissements et donc voilà, nous en sommes là, c'est page 94. Philippe vient de téléphoner, on lui a donné un certain nombre de renseignements sur ce fameux Arnaud et elle vient en parler à son mari. Arnaud était directeur du service des encaissements. On m'a confirmé aussi que son nom n'était pas mémorisable, mais contrairement à ce que nous pensions. Il ne commençait que par un vent quelque chose, mais par un de ces de machins imprononçables. Ah, super. Oui, mais il y a un hic. J'ai découvert sur Google que la société avait quitté ses locaux en 1988 pour Levallois-Perret. Bon, c'est pas bien grave, nous irons à cette adresse. Le problème, c'est que j'ai aussi appris que Proimo avait été dissoute en 1997. Oh, elle n'existe donc plus ? Exactement. Encore une piste sans issue. J'en ai bien peur. À moins
qu'à l'une des deux adresses, nous rencontrions une personne qui aurait travaillé pour Proimo par le passé, rétorqua Philippe d'un ton qui refusait la résignation. « Ah, mais je suis ravie que tu retrouves ton optimisme !» Ils parvinrent, sous une pluie fine, à la porte cochère du numéro 10, Square Cimarosa, qui affichait les plaques de diverses entreprises et ouvrait sur la cour d'un magnifique hôtel particulier. Ils pénétrèrent dans un hall au plafond démesuré, orné d'un lustre à pampilles volumineux. Ils n'eurent pas le temps de l'admirer qu'une voix leur lança « Madame, monsieur, que puis-je pour vous ?» La jeunesse de l'hôtesse, au tailleur gris strict, laissa présager à Philippe qu'il ne faudrait pas compter sur elle pour les renseigner sur une société aujourd'hui disparue. Ses cheveux bruns contrastaient avec la pâleur de son visage. Je ne sais si vous pourrez nous aider, répondit Françoise, mais nous recherchons la société Pro-Immo qui a occupé ce bâtiment jusqu'en 1989, voire 1990. Pensez-vous que quelqu'un serait susceptible de nous renseigner ? Moi, certainement pas, mais je vais essayer de voir auprès des plus anciens. Elle composa plusieurs numéros. Entre chacun de ceux-ci, elle gribouilla quelques notes. Au bout de plusieurs appels, elle reposa le combiné et résuma le fruit de ses recherches. Monsieur Le Sur, comptable de la société Tauten, m'a dit que vous pourriez essayer de rencontrer Solange Martinet qui demeure au numéro 6 du square. Selon lui, elle a été concierge ici avant d'être celle de l'immeuble où elle habite actuellement. Peut-être sera-t-elle en mesure de vous aider. 2 minutes à peine leur suffirent pour faire face au numéro 6. Là, aucune plaque professionnelle, mais une rangée de sonnettes avec un visiophone. Philippe appuya sur le bouton « Concierge ». « C'est pourquoi ?» demanda une petite voix. Nous souhaiterions parler à Madame Solange Martinet, répondit Philippe. C'est moi ? Que voulez-vous ? Savoir si vous avez connu une société Pro-Immo qui avait ses bureaux au numéro 10. C'est bon, je vous ouvre, entrez. Une femme maigrelette, de petite taille, aux cheveux bouclés, portant un tablier à carreaux d'autrefois, vint à leur rencontre. Elle salua ses visiteurs et les précéda jusqu'à un séjour avec fenêtre sur cour. La pièce était exiguë mais coquette. « Vous accepterez bien de prendre un café ? J'allais justement m'en servir un. »« Nous ne voudrions pas abuser, » répondit poliment Philippe. « Ce qui veut dire que vous acceptez, » reprit Madame Martinet en s'éclipsant. Elle revint avec un plateau sur lequel reposaient 3 tasses fleuries, fumantes, et une assiette contenant des biscuits cuillères. « Ainsi, vous venez me parler de Pro-Immo. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse encore évoquer cette société de nos jours, c'est tellement lointain. » Vous avez donc connu cette entreprise ? Je pense bien. J'y étais employée en tant que concierge pendant 5 ans. C'était en 1985, j'avais alors 35 ans, et mon mari m'avait quittée depuis 1 an. Et puis en 1990, j'ai appris que la société rencontrait des difficultés financières et qu'elle envisageait de vendre ses locaux pour en louer d'autres à Levallois-Perret. Je me voyais déjà à la rue. L'immeuble fut vendu quelques mois plus tard à un promoteur qui avait aussi acquis le numéro 6 et qui souhaitait recruter une concierge. Et depuis, je suis en poste ici. C'était il y a plus de 20 ans. Mais pourquoi vous intéressez-vous à cette société ? Percevant qu'il exerçait un certain charme auprès de Solange, qui avait raconté son parcours sans jamais regarder Françoise, Philippe reprit la parole. « Nous nous sommes engagés, dit-il, au décès d'une amie, à retrouver un homme qu'elle avait connu et qui travaillait à cette époque à Pro-Immo. Tout ce dont elle se souvenait, c'est qu'il s'appelait Arnaud, et qu'elle n'était jamais parvenue à mémoriser son nom en raison de sa complexité. Est-ce que ce prénom associé à un nom imprononçable vous rappelle quelqu'un ? Vous savez, je faisais le ménage le soir quand tout le monde était parti. Quant au courrier, je me contentais de le déposer au secrétariat des services concernés. » Françoise restait en retrait de la discussion. Elle trouvait que son mari en faisait trop en utilisant sa voix charmeuse, devant laquelle les femmes finissaient toujours par s'épancher. Philippe prit l'option de décrire Arnaud tel que Marie l'avait dépeint dans l'enregistrement. « Non, je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous aider. À cette époque, reprit-elle avec un sourire affecté, je n'avais Dieu que pour le responsable de l'intendance. Une belle histoire qui s'est éteinte lorsque la société a emménagé à Levallois. Bernard a suivi, et 6 mois plus tard, il en a rencontré une autre. » Philippe perçut de la tristesse dans la voix de Solange. « Pensez-vous que Bernard pourrait se souvenir de l'homme que nous recherchons ?» lui demanda-t-il avec empathie. « C'est très probable, il connaissait tout le monde. » « Savez-vous s'il travaille toujours à Levallois ?» Solange s'esclaffa. « Ah, mon pauvre monsieur, comment le saurais-je ? J'ignore ce qu'il est devenu. »
voilà, nous allons peut-être arrêter là. Donc là, c'était un passage de leur enquête où Françoise et Philippe sont face à Solange, la fameuse concierge. La fameuse concierge et qui paraît les amener dans une impasse. Oui. Mais ils vont continuer. Et l'impasse va mener peut-être quand même. Oui, un peu, tout fait un peu boule de neige et il arrivera peut-être un moment où... Ah oui, on aurait pu se dire qu'une concierge quand même. Ça pouvait aider. Oui, mais une concierge amoureuse, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'elle était amoureuse à cette époque-là et qu'elle n'avait Dieu que pour un autre homme. J'espère que Philippe et Françoise le retrouveront très rapidement. Oui. Mais bon, ça, là, il n'y a pas de problème. Ils vont finir par retrouver. Alors, toujours en parlant d'amour, je pensais qu'on pouvait peut-être écouter Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Oui, très bien. Et oui, voilà, donc Brel qui nous chantait Quand on n'a que l'amour. Alors je voulais vous rappeler le livre dont je viens de vous lire quelques pages, donc ce livre de Monsieur Vanlan. Eh bien, vous pouvez venir à la bibliothèque de Carlepont l'emprunter. Nous avons une très très grande collection de romans policiers. Et entre autres des romans policiers de Ravensaux et très souvent les romans policiers dont les auteurs sont venus à Radio Puisalène, ce qui vous permet peut-être de mieux entrer encore dans le roman. Attention parce que la bibliothèque va être fermée comme d'habitude pendant les vacances de la Toussaint, donc elle sera fermée du 23 octobre au 5 novembre, et donc le dernier jour pour emprunter vos lectures pour les vacances, ce sera samedi 21 octobre. Et puis, petite cerise sur le gâteau, nous allons réouvrir lundi 6 novembre, et à partir du lundi 6 novembre, il y aura 3 ouvertures de la bibliothèque par semaine. Il y aura comme toujours le lundi de 16h30 à 18h. Nous rajoutons le mercredi. Nous avions été obligés de changer un petit peu avec les nouveaux horaires de l'école, mais comme le mercredi à nouveau change encore, il y a toujours des changements, nous ouvrons à nouveau le mercredi de 10h30 à 12h. Et je crois qu'il y a des mamans d'ailleurs qui nous ont dit que ça les arrangeait. Et puis, comme d'habitude, bien sûr, le samedi de 10h30 à 12h. Voilà, il est déjà 15h53 sur Radio Puisalène. Vous êtes toujours dans Lectures offertes et Monsieur Vanlan est toujours là. Donc, il est venu nous présenter son livre, son dernier polar en or, Le Serment assassin, dont nous avons bien parlé tout à l'heure. Et puis, je vous signale qu'il va pouvoir vous le signer, si vous le voulez, samedi 21 octobre au Centre Leclerc de Pont-Sainte-Maxence. Il y sera de 10h à 18h. Donc venez. En plus, je rappelle toujours que c'est vraiment le prix chez Ravensaux est très modique. Là, c'est 14 €, c'est vraiment très très modique. Et pour 14 €, vous allez avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de lecture. Donc samedi 21 octobre au Centre Leclerc de Pont-Sainte-Maxence de 10h à 18h. Et le samedi 28 octobre à Compiègne à la Librairie des Signes de 15h à 18h. Je répète, samedi 28 octobre à la Librairie des Signes à Compiègne de 15h à 18h. Et puis, nous allons écouter un dernier petit titre. J'avais pensé là encore, puisqu'on était vraiment dans des histoires d'amour, à Love Me Do des Beatles. Et puis, nous nous quitterons après. Voilà, à la fin de notre émission. Voilà, après les Beatles, je crois que Monsieur Vanlan a un petit message à faire au micro, donc je vais lui laisser la parole. Oh, juste 2 secondes, c'est pour souhaiter un bon anniversaire à ma fille Sophie. Voilà. Bien, j'espère que Sophie est à l'écoute. J'espère aussi. Alors sinon, si elle l'est pas, elle peut réécouter parce que l'émission est enregistrée et dès la semaine prochaine, on peut la retrouver avec c'est sur YouTube avec Radio Puisalène. Donc vous allez rechercher. J'irai rechercher. Voilà. Donc vous pouvez vous réentendre. D'accord. Vous pouvez entendre votre émission. Oui. Mais pas tout de suite, parce qu'il faut le temps qu'on la repique et puis qu'ensuite on la passe. Mais ça, ce sont les
les petits jeunes qui nous font ça. Ouais. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Moi, je vous dis que nous nous retrouverons sur Radio Puisalène pour lectures offertes que lundi 6 novembre, donc après les vacances, lundi 6 novembre pour donc de 14h à 16h, pour dès 14h05 une comptine et la suite de Cendrillon pour les enfants, et puis à 15h, une lecture pour les adultes. Alors je rappelle que cette émission Lectures offertes est soutenue par Horizon Culture, l'association qui est responsable de la bibliothèque de Carlepont depuis maintenant 22 ans. Et attention parce que la bibliothèque sera fermée pendant les vacances et le dernier jour pour emprunter, c'est samedi 21 prochain. À bientôt, passez de bonnes vacances pour ceux qui en auront, et puis beaucoup de joie à tous, et bien de toute façon nous continuons à écouter Radio Puisalène, notre radio préférée bien entendu. Merci Monsieur Vanlan. Merci à vous. Et puis peut-être au prochain livre. Probablement, oui. Probablement. Il est terminé. Il est, ouais, formidable. Donc, c'est à peu près sûr. Voilà, allez, bonne semaine à tous. Au revoir.